ça pour ça. C'était extra, hein, vraiment, wouh! On est allé très loin avec cette intrigue de la sorcière endeuillée, hein. Alors, en fait, l'intérêt de ce truc, c'est d'avoir une piste en plus. Voilà, une piste qui vient n'importe comment, et on va en parler tout de suite, donc, hein, puisque, voilà, il y a Tao Esteban qui utilise une corde pour aller à la rescousse de Zia. Esteban est un petit peu maladroit, manque un peu de tomber, mais c'est traité à la blague, donc c'est censé être drôle. Ok, oui, parce qu'on joue un petit peu sur le fait qu'il y a des courants d'air assez forts. On essaye un petit peu de tabler là-dessus, de faire comme si ça avait un petit rôle, même si techniquement c'est pas comme si ça apportait grand-chose, mais ça apporte un peu de, de danger en plus, même si ce danger, bon, qu'est-ce que vous voulez, il signifiera rien. Donc, il y a Tao Esteban qui retrouve Zia, qui leur dit qu'elle a découvert des trucs incroyables. Déjà, elle a vu que la reine, la sorcière endeuillée, avait une espèce de couronne un peu comme celle que possédait Ambrosius pour contrôler ses soleils noirs. On part du principe que c'est cette couronne qui lui donne ses pouvoirs, et c'est le cas, hein, on appuie bien que ça a bien l'air d'être le cas, même si je trouve qu'on va assez vite à ce niveau-là, mais on y viendra. Bref... Elle dit que ça vient de là parce que y a tout un lore atlante à cet endroit précis. Ils sont posés là, ils ont influencé la tribu du coin, tout ça. Ils ont influencé toutes les tribus du monde, à part peut-être la culture européenne. Ils ont influencé toutes les cultures du monde apparemment. Hein. Enfin bref, il y a au bout de ce petit passage secret ou pas qu'elle a découvert une porte atlante qui avait été laissée là comme ça. On s'interroge un petit peu là-dessus. Ça sert pas à grand chose. On fait durer l'épisode. C'est histoire de montrer qu'il y a un lore, il y a une petite recherche culturelle. Je veux dire, c'est pas forcément mauvais, mais bon, hein, c'est pas comme si ça portait quelque chose d'un tant soit peu probant dans l'absolu, quoi. Et ils finissent par l'ouvrir parce que là, cette porte atlante peut s'ouvrir également grâce au médaillon d'Estebanezia. Ce qui est logique par rapport au fait qu'on a révélé que les Atlantes et les Mus ont fait ces cités d'or ensemble. Parce que voilà, ça va être ça leur piste vers les cités d'or. Ils vont tomber sur une salle avec des statues, des différents Nakal et Ranaori, enfin des figures importantes des cités d'or. Et en réinsérant leurs deux médaillons une seconde fois, ils tomberont sur une espèce de projection astrale qui leur donnera une carte de l'endroit où il faut aller, qui reprend un symbole qu'on a vu rapidement à Chambord sur un arbre géant. Est-ce qu'on veut partir sur Yggdrasil, ce mythe-là? Pas impossible. Je sais même pas de quelle culture ça vient, Yggdrasil, exactement, de quelle mythologie ça vient, ce truc. Enfin bref. Cette espèce de carte projetée, ils la gardent en mémoire, ils l'ont notée pour pouvoir remontrer ça à Mendoza et ils se barrent. Et voilà, c'est un petit peu la grande découverte, le truc qui leur permettra d'avancer. Et ça vient comme ça parce que c'est de la putain de chatte. Je suis désolé, mais ça arrête pas de s'enchaîner, de s'accumuler des trucs comme ça. Ils tombent sur un endroit qui les arrange bien par pure chatte. Le truc qui leur a permis d'ouvrir la 4e cité d'or, pure chatte. Hein, parce que, une fois de plus, pour lire les espèces de voix là, de Ranaori, justement, ils sont tombés sur cette espèce de caverne par pure chatte. Et il y a pareil, un endroit qui indique pile poil la carte où se trouve la 6e cité d'or. Pure chatte, il tombe dessus. Je veux dire, dans l'absolu, il se serait sans doute jamais rendu à cet endroit-là puisque c'est désert et bon, il voulait pas particulièrement voir Ndeye. Donc, heureusement qu'Ndeye a capturé Zia. Sinon, il serait jamais tombé dessus. C'est ça le truc. Je suis désolé, mais c'est tellement... c'est tellement ridicule, tellement ridicule. C'est la façon facile dont ça s'enchaîne, ce genre de choses, dont les événements s'arrangent bien pour que nos personnages aient certaines informations. Il y a certaines facilités, quand elles s'accumulent comme ça, on a du mal à entrer dedans, je suis désolé. Hein. Enfin bref, voilà, et ils ont cette information, cette carte-là, Mendoza pourra leur lire, et de son côté, Mendoza va donc se faire libérer par Sancho et Pedro qui...
qui s'infiltre là, sans souci dans ce groupuscule d'une douzaine de personnes. Mais maximum, un truc comme ça. Ils sont quelque chose comme une douzaine, les hommes léopards. Et personne ne se pose de questions sur le fait qu'il y a deux étrangers dans le groupe. Hein. Et on pointe le fait qu'ils reconnaissent que ce sont des étrangers, histoire de ne pas nous prendre totalement pour des abrutis finis. Ils reconnaissent que ce sont des étrangers, mais quand même, quoi, vous êtes une douzaine en tout. Comment ça se fait que personne ne tique à la vue de ces deux autres soldats que vous avez jamais vus avant? Comment ça se fait que personne n'ait de doute? T'es complètement con, c'est super forcé, c'est débile. Et le fait qu'on joue à ce point dessus, on va jouer un petit peu là-dessus dans une résolution qui servira pas à grand chose dans l'absolu en plus, enfin bref, c'est un peu irritant, je vous cache pas que c'est un peu irritant. Donc ouais, il libère Mendoza en catimini, il parvient à se barrer, sans casser la couverture de Sancho et Pedro, donc il joue un tour super malin pour attirer tous les autres, en disant au groupe de 1 ou 2 gardes hommes léopards qui passent par là, parce que ouais, ils se séparent stupidement, on va le trouver, il est dans cette maison, pour pouvoir les attaquer par surprise et les assommer. Et ils s'en font tous avoir à 1 ou 2 par 1 ou 2. Voilà, ils arrivent à les avoir comme ça. Et... à côté, on a Mendoza qui s'attaquera donc à Ndeye, hein, puisque il faut récupérer le Bako, et alors qu'elle le voit venir, elle l'attaque avec un autre tigre de feu grâce à donc sa couronne magique, et il arrive à régler la situation en balançant de l'eau sur le feu, et ça marche. Déjoué par une petite sacoche d'eau, une petite pochette d'eau, voilà. Super sorcière! Et le truc avec tout ça, c'est que après avoir récupéré le Bako et retrouvé Sancho et Pedro, ils se font attraper par tout le monde. Tout le monde s'est réveillé parce que, à nouveau, pour la énième fois, on n'a pas pensé à restreindre les gens qu'on a assommés. Hein. Bravo Sancho et Pedro, c'est bien! Et ouais, ils finissent tous par se réveiller. La sorcière, apparemment, il lui a piqué son masque. Mendoza, il a rien fait de plus. Donc il s'est dit, tiens, elle va rien faire d'autre. D'autant plus qu'il a compris que son pouvoir venait de son petit casque là. Donc c'est pourquoi il n'a pas pensé à lui piquer la première fois. Tout ça pour rallonger l'épisode. Et c'est ça le truc, on rallonge l'épisode parce que Ndeye n'est qu'une petite naissance de passage sans intérêt particulier par rapport à l'histoire globale. Et c'est particulièrement surprenant de voir ça quand on a vu dans l'intro que vous avez pondu que c'est elle qui apparaît en premier. Genre ouais, tout le mysticisme de l'Afrique, paf, la grande sorcière Ndeye qui arrive avec sa danse, tout ça, tu te dis ça va jouer un rôle important. Non, c'est une péripétie. Une péripétie qu'on étend sur 3-4 épisodes, mais honnêtement ça aurait pu être étendu sur 2 fois moins de temps que ça. Et qui signifie pas grand chose à part que ça permet de trouver une piste Atlante et elle aurait pas été là, il serait tombé là-dessus d'une autre façon et que ça aurait eu le même impact, la même importance. Et c'est pas pour dire une seule seconde que ça rend ça mauvais. Bien entendu, des fois on crée des péripéties de passage qui n'ont pas d'incidence, ça permet d'appuyer un peu l'aventure et on n'a pas toujours à mettre en avant des aventures qui sont en lien direct, qui font progresser notablement la mentalité des personnages, les personnages centraux et tout et tout. Mais c'est juste... Je trouve ça dommage de reléguer ça à ça. Et ouais, étant donné que vous avez montré, vous avez donné l'impression en tout cas dans votre intro que c'était important, voir que c'est résumé à ça, c'est comme si dans l'intro de la saison 1 des Mystérieuses Cités d'Or, on centrait le début de l'intro sur la méchante chamane du double épisode des Amazones. Le double épisode des Amazones qui est totalement anecdotique, hein, qui est sympathique mais anecdotique, qui ne sert à rien. Si on avait centré l'intro de la première saison sur ce personnage au début, quoi, c'est le même principe. Et tu te dis pourquoi?
Ce genre de choses. Enfin bref, voilà quoi, il les confronte. NDY réutilise son pouvoir déjà de télékinésie parce qu'elle a le pouvoir de télékinésie aussi. Hein, elle ne maîtrise pas que le feu. Rapidement, elle peut ramener le Bako et l'arme de Mendoza à elle. Et surtout son pouvoir de feu. Hein, je crée des tigres de feu, c'est mon truc. Hein, enfin, des léopards de feu. Hein, c'est difficile de voir la différence avec seulement une silhouette en feu. Hein, vous m'excuserez, sans doute un léopard puisque c'est un petit son truc. Hein, on va dire que c'est ça. Voilà quoi, elle refait son truc, mais c'est là que nos enfants qui ont regagné le Grand Condor arrivent pour les arrêter. Ça a des faits de feu, ça fait perdre son casque à NDY qui perd ses pouvoirs rapidement. Et vraiment rapidement, c'est histoire de dire quoi, avec tout le temps que vous avez passé sur cette fausse fuite, cette fausse évasion de Mendoza et Sancho et Pedro, vous prenez pas le temps d'appuyer la déchéance de cette méchante. Alors en l'espace de 20 secondes, il y a Mendoza qui lui dit « Ah, tu peux plus utiliser ton pouvoir » et elle se dit « Ok, très bien, à ce moment-là, si je ne peux pas avoir le Bako, personne ne l'aura, il le jette au feu. » Très rapidement, il y a ces hommes qui se disent « Oh mais ça représente un truc super important pour notre peuple, comment oses-tu, salope? On ne reste plus avec toi, on se barre. Non, restez avec moi, je suis la reine. » Et voilà. Et ça prend moins d'une minute, tout ça. C'est cette déchéance. Super résolution, hein. On la sent, la puissance de votre narration, là. C'est naze, c'est naze comme façon de faire, je suis désolé. Et puis on a une révélation comme quoi derrière le Bako, il y a un masque en oricalque. Parce qu'on n'a pas ressenti en portant le Bako. On n'a pas senti le poids de l'oricalque derrière. On croyait que c'était juste un masque en terre cuite ou une connerie comme ça. Non, non, c'est l'oricalque, ça pèse vraiment pas lourd en fait. Hein. Enfin bref, voilà, il y a un masque d'oricalque derrière qu'on va réutiliser pour aider un petit peu à avoir quelques micro-pistes. Même si, honnêtement, vous avez la carte de la Cité d'Or. Hein. Ça ne devrait pas vous servir énormément à grand chose, sauf si on trouve une façon forcée de le mettre en avant. Hein, ce qu'on essaye un tout petit peu de faire à la fin de l'épisode, mais je reviendrai un tout petit peu là-dessus. En tout cas, voilà, ils ont récupéré le masque, enfin une espèce de masque d'oricalque. Il y a la sorcière expédie hors champ, et ils se rendent donc direction la 6e Cité d'Or. Hein, et alors qu'ils arrivent là-bas, ils savent pas exactement se repérer sur la carte qui leur a été indiquée parce que c'est pas forcément clair, sachant que bon, hein, vous pouvez faire un petit peu de fouille, squatter les environs en l'espace d'un petit moment pour trouver quelque chose, mais bon, on va essayer d'aller plus vite en utilisant le fameux Bako 2.0 que Zia met sur sa tête, et suspense, fin de l'épisode. Genre le temps se gâte, oh, est-ce que c'est grave ou pas qu'elle le mette, alors qu'on a vu à plusieurs reprises que quand elle le mettait c'était pas un problème, donc je suis censé avoir peur pour elle, je comprends pas très bien le délire. Enfin bref, voilà, c'est la fin de l'épisode et c'était... moyen, je dirais, moyen. Je vais pas dire que l'action était mal faite et qu'il y avait pas de bons moments d'échange entre nos personnages. Voilà, entre Tao, Esteban et Zia, ça allait, passait correctement. Certains échanges entre Mendoza et la sorcière, quand on rushait pas les trucs, ça passait pas trop mal. Ça allait, ça, mais il n'y a pas grand chose à dire, hein, c'est rushé, ça n'a pas des masses de signification, c'est pas très marquant. C'est juste une excuse de plus pour amener une information supplémentaire à nos héros. Et voilà, ils ont cette information supplémentaire, ils sont contents. Ils auraient pu avoir cette information de n'importe quelle autre façon qu'en combattant cette sorcière, ça aurait été pareil, quoi. Donc, vous m'excuserez de ne pas ressentir un poids particulier dans ce que ça raconte. Et ce que ça raconte, ben, c'est rushé, c'est grossier par moments. Le coup de Sancho et Pedro, je suis désolé, mais je trouve ça tellement débile. Tous ces trucs-là font que ça vaut pas particulièrement grand-chose. Après, ça suivait vaguement. Voilà, ça m'a pas ultra dérangé ou irrité, énervé, c'était juste plat. Voilà.
ça se suit de façon plate pour amener à ce que le scénario évolue vers là où vous voulez qu'il évolue, et ok. Hein. C'était pas extraordinaire comme, comme histoire à suivre, hein, je vous cache pas. Donc on verra, maintenant que la 6ème Cité d'Or est à portée de main, comment ça va se goupiller. Est-ce que les Olmecs sont sur la direction de cette Cité d'Or? Est-ce qu'ils vont avoir des adversaires ce coup-ci, ou est-ce qu'ils vont vraiment découvrir ça par eux-mêmes? Parce que oui, je dis ça, mais une fois de plus, de leur point de vue, Ambrosius est toujours sur le coup. Il est toujours à la recherche des autres cités d'or, et il est capable de faire certains trucs assez graves avec la pierre philosophale, de votre point de vue. Mais vous faites une fois de plus comme si ça ne signifiait rien, comme si vous étiez en plein mode... on découvre, tourisme. Maintenant, c'est juste l'aventure du moment avec aucune urgence. C'est comme ça qu'ils réagissent une fois de plus, et c'est un peu gênant. Hein. De leur point de vue, ça devrait pas marcher comme ça. Hein, enfin bon, on verra. Hein. Le fait est que je vois pas exactement ce que les Olmecs voudraient rechercher particulièrement dans cette 6ème Cité d'Or. Leur but, c'est de réveiller les leurs. Ils ont la pierre magique truc-muche qui sort de nulle part, qui leur permet de faire ça. Ça devrait suffire. Donc, je sais pas trop. Hein. Enfin, on verra. J'ai vraiment énormément de craintes sur comment on va gérer les Olmecs. Parce que bon, j'ai jamais été grandement pris par les Olmecs avant dans la saison 1. Avec cette saison 4 qui a donc des standards un petit peu plus faibles, je vous cache pas. Je m'attends pas particulièrement à être pris à fond. Hein, je sais pas. Je m'attends pas à sauter au plafond avec ça. On verra, on verra. À bientôt pour l'épisode 16. Bye!